Je m'appelle Laurent Guibert, j'ai 54 ans. Depuis 34 ans, je travaille dans la finance. Dans un premier temps, auprès de plusieurs établissements bancaires. Et puis depuis 2007, auprès de nombreux entrepreneurs. Et actuellement, je suis principalement le DAF de BeWell Connect. Le 18 août, ma cliente BeWell Connect révèle publiquement le différend qui existe avec Visiomed. Le 18 août au soir, excusez-moi, Visiomed apporte un démenti formel à tout ce qu'annonce BeWell Connect. Et donc, en qualité de directeur administratif et financier, le 19 août, j'interviens et point par point, j'annonce que les comptes de BeWell Connect qui ont été intégrés dans la consolidation des comptes de Visiomed n'étaient pas approuvés par le management de BeWell Connect. J'annonce qu'il y avait des dettes fournisseurs qui étaient au-delà du cadre légal, c'est-à-dire supérieur à 60 jours. J'annonce que des déclarations et des paiements, à la fois sociaux et fiscaux, n'avaient pas été effectués. J'annonce que des procès-verbaux d'assemblée générale ou de conseil d'administration ont été modifiés dans des circonstances troublantes. Et j'aurais pu aussi dire et préciser que la Banque publique d'investissement nous a écrit et a considéré que la société BeWell Connect, qui avait été apportée dans le cadre de ce JV, était une société en difficulté au sens européen du terme. C'est très grave. Ça veut dire que, globalement, les circonstances dans lesquelles le joint venture a été constitué entre Visiomed et BeWell Connect ne sont pas conformes aux normes de gestion habituelles d'une entreprise normale. J'ai dû répondre devant le tribunal de commerce de Paris de ma communication. Et Visiomed essaie de me faire taire parce que je sais des choses qui vont au-delà de l'affaire Visiomed BeWell Connect. Essaie de me faire taire par le biais du tribunal de commerce. C'est très surprenant qu'il n'attaque pas en diffamation auprès du tribunal correctionnel. Enfin, c'est pas si surprenant que ça, parce que le tribunal correctionnel irait jusqu'à demander des pièces. Et la partie adverse, qui essaie de m'attaquer, serait en face de la clause d'exception de vérité, parce qu'il y a des évidences dans ce que j'annonce, il y a des éléments tangibles qui peuvent être vérifiés par n'importe qui. C'est inhabituel qu'une entreprise, que deux entreprises qui sont liées entre elles, échangent ainsi de manière publique. Simplement, il faut savoir que préalablement, j'ai averti l'AMF dès le mois d'avril. J'ai un accusé de réception de l'autorité des marchés financiers sur ma démarche. Plus tard, j'ai parlé, par l'intermédiaire d'un avocat, à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la Direction nationale des enquêtes fiscales. Donc, vous savez, avant de parler publiquement, un professionnel senior comme moi essaie toutes les autres voies pour essayer de résoudre des problèmes et des conflits. Visiomed est une entreprise qui fait à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui présente une perte de 5 millions d'euros, qui a très peu d'assets, qui annonce avoir à peu près 2 600 000 euros de disponibilité et qui est valorisé en bourse entre 110 et 130 millions d'euros. Vous pouvez demander à n'importe quel analyste financier membre de la SFAF, la Société française des analystes financiers, si même en intégrant des anticipations très fortes sur une croissance future,
si on valorise une société 110, 120, 130 millions d'euros, certainement pas. Cette valorisation est issue de deux choses, des transactions initiées qui font monter le cours et d'une communication via des influenceurs, ce que j'appelle des influenceurs boursiers. On a principalement Yann Darwin, mais vous avez d'autres personnes qui présentent des vidéos qui sont systématiquement favorables à Visiomed Group ou aux entreprises qui font partie du cercle Perpetua par Partner. Yann Darwin, il est intéressé. Il est le dirigeant d'une société, l'un des dirigeants d'une société qui est implantée en France, qui s'appelle Green Bull. Yann Darwin est détenteur, d'après ses déclarations, d'environ 10 millions d'actions Visiomed Group. Donc plus les actions montent, plus son patrimoine augmente, en tous les cas tout le temps qu'il détient ces actions. Et nous retrouvons cette logique de survalorisation d'une entreprise dont les ratios économiques ne justifient pas cette survalorisation. Ce qui s'est passé chez Visiomed, c'est qu'un groupe d'investisseurs qui s'appelle Perpetua par Partner, qui est implanté à partir de Dubaï et de Luxembourg, a pris une part prépondérante du capital. Et en même temps, a prêté de l'argent à Visiomed via des obligations convertibles, pour schématiser. Et si ces obligations qui ont été émises par tranche viennent à être exercées, si la convertibilité vient à être exercée, la dilution au capital pour les autres actionnaires sera de l'ordre de 22%. Et en plus, ces obligations sont particulièrement coûteuses en termes de taux, donc elles viennent confisquer la richesse créée par cette entreprise, si tant est qu'il y ait de la richesse créée, au profit de ces seuls financiers qui ont émis ces obligations convertibles. Une obligation convertible, c'est un prêt de l'émetteur de l'obligation, c'est-à-dire le financier, vers la société, et qui doit être payé avec des intérêts, ce qui est normal comme tout prêt, sauf que là, les intérêts sont particulièrement élevés, et le prêteur peut, si l'obligation n'est pas remboursée, ou pire, si les intérêts ne sont pas payés, convertir sa dette en capital. Ce genre d'obligations convertibles, qu'on appelle aussi des equity lines, de véhicules financiers, même si je sais que le terme est abstrait, sont dangereux pour l'entreprise et confiscatoires pour les autres actionnaires. Quelqu'un qui aurait 100 euros au capital, qui aurait investi 100 euros dans Visiomed, se retrouverait avec 78 euros au terme de la conversion. Pour l'instant, Perpetua ne convertit pas ces tranches d'obligations convertibles. Il les conserve. Il se sert sur Visiomed tant que Visiomed peut lui servir comme étant un véhicule de création de revenus. Ils en vendent sur le marché, sur le flottant. C'est-à-dire qu'ils ont des parts sociales déjà, et ils les vendent aux petits porteurs au plus haut et ils rachètent au plus bas. Ouais. Ils font ce qu'on appelle du trading d'initiés. Et en plus, à un moment donné, plus les petits porteurs vont être importants dans le capital de la société, c'est là qu'ils vont convertir, ce qui fait que l'effet sur les petits porteurs est encore plus important. D'ailleurs, c'est ça le système de la bouilloire, c'est-à-dire que c'est vous qui faites le cours, parce que vous êtes tellement important, et vous vendez au prix que vous voulez aux petits porteurs, et vous achetez au prix que vous voulez aux petits porteurs. Comme il y a une nébuleuse, l'AMF ne peut pas identifier
les entreprises qui achètent ou qui vendent, elle ne sait pas que l'entreprise qui s'appelle X ou Y, elle ne sait pas que cette entreprise fait partie de la nébuleuse. Toutes ces entreprises amies s'achètent et se vendent des parts entre elles de manière à gagner de l'argent et à constituer un faux cours, à gagner de l'argent. C'est ça l'intérêt de la nébuleuse, il n'y en a pas d'autre. Le cours de bourse de Visiomed est particulièrement caractéristique parce qu'il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et qui fait le cours sur une société comme Visiomed? Ce sont les actionnaires qui portent le plus d'actions. Nous sommes en présence de sociétés qui sont domiciliées un peu partout dans le monde, y compris dans des pays où c'est un peu opaque, des pays exotiques, et qui en réalité appartiennent au même groupe, aux mêmes gens. Elles font des transactions entre elles pour faire monter le cours, pour acheter au plus bas, pour vendre au plus haut, c'est ce qu'on appelle, c'est le principe du trading, hein, pour gagner de l'argent. Et in fine, c'est le petit porteur, c'est l'actionnaire qui n'est pas au courant de la mise en place de cette technique de la bouilloire, qui est défavorisé. Ça permet de créer ce qu'on appelle une tendance haussière en bourse, qui attire des investisseurs qui, eux, ne sont pas au courant et qui vont se faire avoir par ces opérations de trading. Perpetua Park Partners est une société qui collecte de l'argent un peu partout de manière à faire de l'argent avec de l'argent. Voilà. Mais l'originalité, c'est que, et on le voit dans les performances des entreprises qui ont été liées à ce genre de structure financière avec les OCA, l'originalité, c'est de faire de l'argent, non pas en développant l'entreprise, comme ça se fait avec beaucoup de financiers qui sont tout à fait éthiques et qui respectent les lois. Là, il s'agit de s'enrichir sur le dos de l'entreprise, de ses petits porteurs, je dirais presque même de ses salariés, parce que les gens perdent leur travail. Le groupe Perpetua, il est présent à Dubaï, à Luxembourg, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, au Belize, donc dans pas mal de pays qu'on peut qualifier de paradis fiscaux ou de pays assez indulgents avec certaines pratiques financières. Il est dirigé par deux franco-marocains. L'un s'appelle Mehdi Al-Jazouni et l'autre Tariq Aoufi, qui donc sont installés à Dubaï et qui ont quelquefois des associés surprenants. Je vais prendre le cas d'une holding qui s'appelle Estic Holding, où ils sont associés avec Marcel Cohen Belhalem. Et Marcel Cohen Belhalem, c'est un homme dont le nom circule sur les Panama Papers. D'ailleurs, quand on regarde ce que j'appelle la galaxie Park Perpetua, et notamment la société Green Bull, de l'influenceur qui se fait appeler Yann Darwin, là aussi on trouve le nom d'une personne qui est passée par le conseil d'administration, qui est citée dans les Panama Papers. Donc dites-moi, il s'appelle Pedro Abro Amilibia. Voilà, donc on a, c'est quand même fantastique, des gens qui sont à Dubaï, qui sont dans des paradis fiscaux, qui sont associés dans des sociétés avec des personnes dont on retrouve le nom dans les Panama Papers, et qui sont à la tête de sociétés qui sont drôlement valorisées, et personne ne trouve rien à redire. Je peux vous dire que la plupart des transactions ont lieu via Citibank Luxembourg, via ABN AMRO Luxembourg, via
la Banque des patrimoines Luxembourg SA. Il n'y a pas que le cas Visiomed. Je vais vous donner un autre exemple, Sirius Média. Donc Sirius Média, à coup de communication, annonce le rachat d'une société qui s'appelle AAA et qui produit un film qui va sortir au cinéma. Et j'ai même lu sur les forums boursiers que la valorisation de Sirius Média serait de 260 millions d'euros en raison du rachat de la société AAA. Et bizarrement, quand on regarde la société AAA, elle est dirigée par un monsieur qui s'appelle Gilles Aupin, qui est le patron d'une branche très intéressante aussi dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Perpetua Énergie. Et tout cela atteste qu'en réalité, nous sommes dans un cercle, une organisation extrêmement fermée, où en réalité l'argent doit aboutir toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la poche des dirigeants, des hommes clés de l'ensemble Perpetua par Partner. Et si vous vouliez un autre exemple qui m'a beaucoup fait rire, Park Partner a investi 16 millions d'euros dans une société qui s'appelle Minerva. Et la société Minerva est la propriété d'un des dirigeants de Perpetua. Donc, vous valorisez un ensemble de sociétés qui travaillent dans les contrôles techniques, dans l'automobile, 50 millions d'euros. Le véhicule financier vient racheter 30 ou 33% des parts pour 16 millions d'euros aux dirigeants du fonds. Et vous avez la fin de la boucle de l'enrichissement personnel des personnes physiques qui font partie de cette nébuleuse financière. Que ces structures, et notamment Perpetua par Partner, fait appel à des personnes pour aller collecter de l'argent, notamment ce qu'on appelle de la crypto-monnaie. Cette structure, je peux vous le dire, a fait appel à une personne qui est bien connue en France dans le monde des startups et du private equity. Je ne donnerai pas son nom parce que j'ai rien contre cette personne, mais son prénom c'est Oussama. Il vend aussi des conférences et des repas pour expliquer ses exploits dans la finance. Il est allé chercher des fonds dans la crypto-monnaie et il a été, pour ce faire, rémunéré par une entreprise qui est située aux îles Vierges britanniques, qui s'appelle Eaton Advisor. Ils ont été investis dans Perpetua et ensuite Perpetua ventile les fonds selon ses participations. Le Perpetua Énergie est principalement implanté au Maroc, en Espagne, en France et au Canada. Notamment, ce qui est étrange, c'est la capitalisation de certaines sociétés qui est extrêmement basse, alors que ces activités sont censées travailler dans la médecine, dans le pétrole ou dans le cinéma. Bon, ce sont des activités qui généralement nécessitent des capitaux propres particulièrement importants. Et vous avez des structures, notamment je pense à une structure en Espagne chez Perpetua Énergie, qui a 10 000 euros de capital social et qui est censé travailler sur le marché du pétrole. Bon, tout ça n'est quand même pas sérieux et fortement suspect. Si elle achète des barils de pétrole pour en revendre, il lui faut mobiliser des moyens importants. Donc si elle les sous-capitalisée, ça veut dire qu'on a affaire à une coquille vide. Il y a des flux financiers via les banques dont je vous ai parlé, qui sont extrêmement importants pour des sociétés qui sont quasiment des SARL à 10 000 euros de capital. Et rien que ça, ça devrait attirer la curiosité de nos autorités. Et c'est aussi une manière d'avoir ces organisations en dehors du Maroc,
de sortir des capitaux marocains d'un pays comme le Maroc, tout simplement. Pourquoi, concrètement? Parce qu'il n'est pas facile pour un Marocain de sortir son argent de son propre pays sans devoir en justifier par une activité X ou Y. Et là, vous avez des sociétés peu capitalisées, mais qui justifient d'une activité dans le pétrole et pour lesquelles les flux financiers sont assez importants. Et des flux financiers assez complexes, qui peuvent partir du Maroc, aller vers Dubaï, repartir vers d'autres paradis fiscaux et revenir vers le Luxembourg. Parce que ce qui est très surprenant et très important à noter, c'est que les assets, c'est-à-dire les actifs de la nébuleuse Perpetua Park, se situent tous en dehors de Dubaï et du Maroc. Nous avons affaire à des gens qui sont des véritables génies de la finance. D'ailleurs, l'un des dirigeants vient de BGC Partners, qui est une structure qui a été accusée et condamnée par les autorités financières américaines et new-yorkaises des mêmes faits, c'est-à-dire de faits de transactions qui étaient basées sur des délits d'initiés et des organisations similaires. Je pense que ces gens ont appris cette technique chez BGC. Ils la reproduisent. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui sur Perpetua Park Partners me fait penser à ce qui se passe en Italie avec Negma. Alors Negma est poursuivi par les autorités italiennes pour délit d'initié. Et Negma a au moins 2 points communs avec Perpetua: le recours à des obligations convertibles confiscatoires et aussi un cabinet d'avocats d'affaires parisien qui représentent leurs intérêts dans des opérations d'acquisition principalement. Pour Negma, il y a actuellement une enquête qui implique d'ailleurs une ministre italienne qui est concernée par ce dossier, enquête qui est menée par la Guardia di Finanza et qui concerne des délits d'initiés. Et Negma a eu recours au même montage financier que Park Partners, et Negma est un des émetteurs d'obligations convertibles dans le dossier Visiomed. En Italie, les médias se sont emparés de l'affaire. Il me semble qu'en France, on est très en retard sur l'avertissement par les médias des risques de ces fonds d'investissement offshore et de leurs pratiques avec le recours à des obligations convertibles qui sont confiscatoires tant pour l'entreprise que pour ses autres actionnaires. Donc, et concernant Negma, on ne peut pas savoir à qui appartient Negma parce que Negma est enregistré aux îles Vierges britanniques. Donc c'est ça, cette complexité dans ces montages, c'est qu'on a vraiment des structures qui sont exotiques et complètement opaques. Je souhaite que le parquet national financier se saisisse de cette affaire. Je souhaite être entendu par l'autorité des marchés financiers. Je suis évidemment à la disposition des services d'enquête, du fisc notamment, voire de la sécurité publique, parce qu'il s'agit de protéger l'épargne publique, et quand on ne connaît pas l'origine des fonds, il s'agit d'un sujet de sécurité publique. Donc moi je ne suis que lanceur d'alerte. Mon rôle, c'est de dire que j'ai identifié une nébuleuse financière, que l'argent des masses financières dont on ne connaît pas l'origine, des masses financières particulièrement importantes, circulent, y compris sur notre marché financier, qu'elles aboutissent quelquefois dans la poche personnelle des dirigeants
de cette nébuleuse financière, et je l'ai prouvé par 2 dossiers français, AAA et Minerva. Et maintenant, mon rôle de lanceur d'alerte, c'est de réveiller les structures administratives de mon pays pour que cessent ces pratiques qui sont injustes et qui mettent en péril l'épargne publique française. Je crois dans les institutions de mon pays, mais je constate que certaines administrations manquent de moyens pour combattre ce que j'appelle au sens large du terme la délinquance financière, qui est liée notamment à la mondialisation, et se créent des zones de non-droit économique. Et par exemple sur le marché boursier parisien, mais ailleurs, c'est vrai en Italie où une structure est attaquée, il est très difficile pour les autorités d'identifier ce que j'appelle des nébuleuses financières transnationales. C'est très difficile parce que ces gens ne manquent pas de créativité pour créer des schémas complexes qui sont particulièrement difficiles à identifier par les autorités. Vous avez des structures qui collectent des fonds sans en vérifier l'origine. Donc ces fonds proviennent principalement de la fraude fiscale, ils proviennent principalement de la corruption politique, mais plus grave encore, ils peuvent dans certains cas provenir du financement d'organisations terroristes. À partir du moment où on ne vérifie pas l'origine des fonds, tout est possible. Ils peuvent même provenir de trafic de drogue, de trafic de prostitution. Il est donc indispensable que les autorités vérifient l'origine des fonds des véhicules financiers offshore. C'est une condition indispensable à l'éthique de l'économie française. Et ils ne l'ont pas fait quelquefois sous une forme de pression politique, parce que si nous venons assainir la place financière de Paris, dans un premier temps, ça ne va pas être bon pour le ratio d'attractivité des entreprises françaises vis-à-vis des capitaux étrangers. Mais le problème, c'est que ces capitaux étrangers ne viennent pas pour créer de la valeur. Ces capitaux étrangers servent via des structures qui sont dans les paradis fiscaux, principalement le Luxembourg, qui ne reconnaît pas la fraude fiscale, les îles Vierges britanniques, les Caïmans, Dubaï. Ces structures viennent créer ce que j'appelle un système de bouilloire, c'est-à-dire qu'elles font du trading d'initiés ensemble, au détriment des petits porteurs qui, eux, ne sont pas au courant, ce qui crée des survalorisations pour les entreprises, ce qui attire bien évidemment les petits porteurs, et elles ajoutent à cette technique qui est assez facile à mettre en place l'aide d'influenceurs boursiers qui interviennent sur les réseaux sociaux et qui, comme par hasard, sont eux aussi domiciliés à Dubaï. Parce que par leur domiciliation à Dubaï, ou à Luxembourg dans certains cas, ou dans les Caïmans, ou dans les îles britanniques, ces acteurs, je devrais dire ces escrocs, sont achetés une forme d'impunité, d'immunité juridique. Et personne n'ose ou n'a les moyens d'aller les contrer. Et quand on regarde les montages financiers qu'ils mettent en place, au-delà de la technique de la bouilloire, ils mettent en place des equity lines ou des obligations convertibles qui sont totalement confiscatoires
pour le petit épargnant qui n'est pas au courant, et même pour l'entrepreneur qui n'est pas complice, parce que certains entrepreneurs ont été victimes de ces techniques. D'ailleurs, l'AMF a dénoncé ce qu'on appelle les equity lines ou les obligations convertibles qui ont été mises en place. Et quand on regarde la liste des sociétés qui ont été concernées, la plupart dévissent dans leur valorisation de 75% jusqu'à même 100% de leur valeur. Donc il ne s'agit pas d'investisseurs qui sont des bienfaiteurs pour notre économie, il s'agit d'investisseurs qui viennent vider les entreprises de la richesse qu'elles ont créée de manière opérationnelle pour enrichir quelques-uns, et même pas les véhicules financiers, les propriétaires des véhicules financiers, les dirigeants des véhicules financiers.